C'était il y a 20 ans, le 23 mars 2001, la station spatiale Mir était désorbitée 15 ans après la mise en orbite du premier module. Nous sommes en compagnie de Jean-François Clairvoy, spationaute ayant fait un séjour dans la station Mir et auteur du livre « Histoire de la conquête spatiale » publié chez Debouc. Jean-François Clairvoy, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Alors tout d'abord, Mir, c'est un programme soviétique commencé le 17 février 1976 avec l'envoi du premier module 10 ans plus tard, presque jour pour jour, le 19 février 86. C'est le premier véritable programme de station spatiale. En fait, c'est le troisième. Après avoir perdu la course à la Lune, les Soviétiques ont développé le premier programme de station spatiale, Salyut, qu'on appelait aussi Almaz, qui était à la fois un programme militaire et civil. Après leur premier lancement de station spatiale, les Américains ont voulu tout de suite les rattraper et ils ont lancé dans l'espace une énorme station qu'on appelle Skylab, qui est encore beaucoup plus volumineuse, mais comme les stations soviétiques, est constituée d'un gros module très ventru. Et Mir arrive après. Voilà, donc Mir, on peut dire c'est le troisième. D'accord, après, ok. 7 Salyut et une station américaine Skylab. D'accord. Le montage va durer 10 ans, entre février 86 et avril 96. Est-ce que c'était un puzzle, la station Mir, Jean-François Clairvoy? Alors, un puzzle au sens... Pas un gros puzzle, hein. Objet à construire en plusieurs morceaux, oui. Mais la caractéristique principale, c'est qu'elle est en 3 dimensions. Les stations précédentes, Salyut et Skylab, sont constituées d'un seul gros module. Mir, c'est un gros module central sur lequel viennent s'accrocher un autre module dans l'axe et 4 grands modules à 90 degrés comme une étoile. Donc c'est un puzzle en 3 dimensions. Alors justement, quel était l'objectif de la station spatiale Mir, Jean-François Clairvoy? Alors Mir, dans le prolongement des stations Salyut, était destiné à vraiment installer durablement les Soviétiques, et plus tard les Russes, dans l'espace pour apprendre à travailler pour la recherche scientifique. Il y avait aussi des missions militaires d'observation de la Terre en particulier, et puis développer des technologies de recyclage qui permettront d'aller plus loin plus tard. Donc c'est vraiment juste... La mission principale, c'est une deuxième génération, après la série des stations Salyut, pour aller encore plus loin plus tard. Alors, il y avait, lorsqu'elle a été terminée, 7 modules. Le module central lancé en premier, puis Kvant 1 et 2. Si vous me reprenez, ça signifie compartiment en russe, cristal, spectre. Le module d'amarrage est Priroda, je crois que ça veut dire nature. À quoi servait-il chacun de ces modules ? Alors Kvant, en fait, c'est quantum, hein, c'est un quanta. C'est comme en astrophysique, un élément de lumière. Donc Kvant 1 était attaché dans l'axe du module de base principal, qui est aussi le module de vie. Alors Kvant, c'était un module de recherche astrophysique et qui comportait déjà des technologies de recyclage de gaz carbonique et d'urine. D'accord. Alors, les 4 autres modules, attachés, eux, à 90 degrés, cristal, spectre, Priroda et Kvant 2, sont des modules scientifiques, donc cristal dans le domaine des matériaux, mais aussi de l'astrophysique, spectre dans le domaine astrophysique, Priroda, il y avait aussi des sciences de la vie, d'observation de la Terre, et Kvant 2 était aussi un module scientifique. Mais parmi ces 4 modules, il y en a 2 particuliers. Kvant 2 portait un sas permettant de faire des sorties dans l'espace beaucoup plus confortablement que depuis le nœud central. Parce que imaginez que le nœud central de Mir, c'est comme un cube à 6 faces. D'accord. Donc le module principal est d'un côté, à l'opposé, c'est là que s'accostent les vaisseaux ravitailleurs et les vaisseaux qui amènent les équipages. Et les 4 faces à 90 degrés portent les 4 modules scientifiques. Donc une fois que les 6 faces sont occupées, le seul moyen de faire une sortie dans l'espace, c'est à partir de l'extrémité d'un de ces modules. Donc Kvant 2 portait le sas qui permettait de sortir à plusieurs, y compris avec des gros scaphandres. Et puis un autre module, cristal, portait un module
apporté par les Américains permettant d'accoster la navette spatiale américaine. Et si la navette spatiale américaine ne s'était pas accostée, Crystal portait de base un point d'accostage pour la navette spatiale Buran. Qui était la navette spatiale soviétique à l'époque. Voilà, mais qui ne s'est jamais accostée. Parce qu'il n'y a eu que 2 ou 3 modèles qui ont été faits. Alors justement, racontez-nous comment se passait une journée dans Mir. Et vous avez eu un repas absolument extraordinaire à des dizaines de kilomètres d'altitude. Racontez-nous ça. Alors dans le module de base, quand vous rentrez dedans, vous avez l'impression de rentrer dans un salon salle à manger. C'est un peu spécial, un lieu de vie. Sur les côtés, il y a les chambres à coucher. En fait, ce sont des couchettes qui ressemblent à des armoires verticales dans lesquelles on dort verticalement. Il y a une table au milieu. Alors, le tabouret, c'est juste un coussin de mousse très dur attaché par une sorte de tige au sol, et vous enroulez vos jambes autour. Voilà, donc les fesses ne sont pas vraiment assises sur un siège. Mais sur cette table, au centre, il y a un petit ventilateur qui aspire très faiblement, mais en apesanteur, la moindre aspiration, moindre très faible, attire les objets. Donc quand vous laissez un objet au-dessus de la table, il vient se mettre naturellement au-dessus de la grille du ventilateur. Donc au-dessus du ventilateur, de cette grille, vous avez un amoncellement de boîtes de conserve, de couverts, d'objets qui servent à manger. Il y a aussi un autoradio qui servait de chaîne de Wi-Fi de fortune. Et la journée se déroulait environ 8 heures de travail. Le matin, ils recevaient leur cyclogramme, c'est-à-dire l'emploi du temps détaillé de la journée, qui comprend du travail scientifique, du travail d'entretien, comme chez vous quand vous faites le ménage, oui, du sport tous les jours, c'est très important sur les vols de longue durée, et puis des séances de relations publiques, de vidéoconférences par exemple. Et vous aviez organisé un repas, mais vraiment génial dans l'espace. Tous les médias en avaient parlé à l'époque. Oui, alors c'est mon commandant de bord, Charlie Pricourt, qui parlait français aussi, qui me dit « Jean-François, écoute, ce serait bien que tu organises un repas international le 2e jour à bord. » Et on a prévenu le centre de contrôle en nous disant « S'il vous plaît, ne nous dérangez pas de 7h à 10h du soir, donc pendant 3 heures. » Alors, heure de Moscou, hein. Oui. C'était l'heure utilisée pour le timing de ce qui se passait dans la station Mir. Par chance, on n'a eu aucune fausse alarme dans Mir, alors qu'il y avait régulièrement de fausses alarmes qui faisaient que les cosmonautes s'activaient pour trouver l'origine de la panne. Et j'ai demandé à chacun d'amener de la nourriture de son pays. Alors, en blaguant, je dis, sauf Mike Fall, qui est aussi d'origine anglaise, je lui dis, c'est pas la peine d'emmener de la nourriture britannique, mais c'était un peu en boutade. Mais il y avait de la nourriture française, avec du foie gras, du cassoulet, petit salé aux lentilles. Il y avait de la nourriture russe, de la nourriture du Texas, du barbecue déshydraté et excellent une fois chauffé. Il y avait de la nourriture chinoise, puisqu'un astronaute américain était d'origine chinoise. Et puis la nourriture du Pérou, puisqu'un autre astronaute américain de mon équipage était d'origine péruvienne. Et pendant 3 heures, on a passé un repas extraordinaire avec de la musique française, entre autres, Patricia Cass avec des cassettes mises dans l'autoradio, et puis du chocolat. Préparé par l'Agence spatiale européenne avec le chocolatier Le Nôtre. Ah oui. C'était des plaques de chocolat noir avec des dessins des logos respectifs des agences spatiales partenaires. C'était un peu un repas. L'ESA, l'Agence spatiale russe. C'était un peu un repas 3 étoiles dans les étoiles. Alors pourquoi avoir désorbité Mir au bout de 15 ans, il y a 20 ans aujourd'hui ? Alors, la raison principale de la déorbitation, c'est que les Russes n'avaient pas les moyens, les ressources ne serait-ce que financières, d'entretenir simultanément 2 stations spatiales. La nouvelle dite internationale et l'ancienne Mir, qui était devenue aussi internationale. Donc, il a fallu faire un choix. Donc, quand vous avez une vieille voiture qui marche encore très bien, mais que vous investissez dans une nouvelle voiture plus avancée en coopération avec d'autres partenaires qui attendent que vous y mettiez toute votre énergie, votre savoir-faire, ben, il faut arrêter une des deux. Donc voilà, on a mis Mir à la casse en la faisant rentrer dans l'atmosphère au-dessus du Pacifique Sud. Et je pense qu'un jour, il y aura peut-être des voyages pour aller rechercher au fond de la mer des reliques. Parce que la moitié de
station spatiale Mir se trouve au fond de l'océan. D'accord. Et est-ce qu'on aurait pu faire la Station spatiale internationale sans l'expérience de Mir, finalement? Alors non, probablement pas. D'ailleurs, les 7 missions d'accostage de la navette spatiale à la station Mir, y compris le premier vol, alors en fait il y a eu 9 missions de navette vers Mir, la première sans l'accostage, mais elle s'est approchée à quelques mètres, les autres avec l'accostage, s'appelait phase 1 du programme ISS. D'accord. Le programme ISS était composé de 3 phases: apprendre avec Mir, deuxième phase, assembler l'ISS, troisième phase, après assemblage final, exploiter en continu. C'est la phase dans laquelle on est depuis 2008. Donc Mir a permis d'apprendre beaucoup sur la vie dans la durée. Les Américains ont payé 400 millions de dollars aux Russes pour accéder à Mir. Et c'est dans Mir que les Russes ont développé les premiers moyens de recyclage, d'absorption du gaz carbonique, recyclage de l'air, et puis fourniture de l'oxygène à partir de l'urine des cosmonautes, et aussi moyen de recycler l'urine en eau potable. Merci. Et on utilise ces technologies dans l'ISS. Merci beaucoup Jean-François Clairvoy de nous avoir appris tant de choses de votre vécu dans la station spatiale Mir, désorbitée il y a maintenant 20 ans. Vous êtes l'auteur du livre Histoire de la conquête spatiale, publié chez The Book, et vous avez voyagé dans cette station extraordinaire.